It's alive. It's alive. It's moving everywhere. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Say hello to Chico Gonzalez. He'll be working with you. Al, you've got to be kidding me. I haven't got the time to break in any newcomers. Why don't you do this boy a favor? Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de L'œil dans le rétro. Ça faisait un moment. Bonjour Fabien, comment vas-tu? Salut Romain, bonjour à tous. Oui, alors petite rectification, excusez-moi. C'est de ma faute s'il n'y a pas eu de L'œil dans le rétro depuis longtemps, puisque j'ai malencontreusement supprimé un fichier. Enfin bon voilà, donc on a eu un petit laps de temps plus long que prévu. C'était le fichier invisible. C'était le fichier invisible. Et donc voilà, on continue notre rétrospective grâce aux sorties d'éléphants de film des suites de la Universal. Alors on a fait quoi? On a fait Dracula, il y a eu Frankenstein que tu avais fait tout seul, Fabien. On avait fait La créature du lac noir, Créature il y du lac avait noir. les momies, hein, quand Les même, qui momies. était un gros dossier aussi. Et donc là on va passer à un personnage qui est peut-être moins visible exactement. Enfin, bravo. L'homme invisible justement. Et donc on va parler du premier film de James Whale et ensuite de tous les films qui sont sortis chez Elephant Film récemment, excusez-moi, et qui justement sont assez, c'est peut-être une des franchises les plus intéressantes, les plus éclectiques oui, aussi. tout à fait, exactement. Donc l'homme invisible, qui c'est? Alors oui, j'ai bougé la table. Alors qui c'est donc le premier film c'est James Whale, donc le réalisateur de Frankenstein et la fiancée de Frankenstein qui le réalise, et c'est une adaptation plus ou moins on va dire plus ou moins fidèle du roman de Wells. Oui, en fait, c'est une combinaison en fait, entre le roman de Wells et un autre récit qui s'appelle Le Meurtrier Invisible. Pour avoir lu le bouquin, je peux dire que le film de Wells est quand même assez fidèle. Et c'est quand même une des rares adaptations où le film est beaucoup plus dark que le bouquin. Mais c'est dans celui-là, parce que alors, juste qu'on explique le film, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est méchant du début à la fin. C'est-à-dire que le héros est en fait la menace. Et en fait, il explique que la menace est, en fait, il est fou. Il est invisible, mais surtout, il essaie de devenir un psychopathe. Et c'est dû au fait il s'est assimilé la drogue qui le rend invisible, qui le rend taré. La monocaïne qui est en fait... Ça, c'est un détail qui va être important en fait, c'est un détail. Oui, voilà, on va dire que cette drogue qui rend fou, ça va être un peu la ligne directrice, le fil rouge de toute la franchise. Bon, globalement, dans ce film-là, on suit Claude Rains qui joue le rôle du professeur Griffin, qui s'isole dans la campagne anglaise pour trouver un remède justement on va dire à son invisibilité. Il cherche à redevenir visible. Et sa fiancée et ses amis tentent de le retrouver. Mais en fait, il a plus de contrôle sur sa folie qui grandit petit à petit. Il a des délires de persécution et des idées de grandeur. Et il commence à tuer les gens autour de lui. C'est-à-dire les flics commencent à le traquer, il tue les flics. Voilà. La partie est marrante parce qu'il dévoile pas tout de suite que c'est un homme invisible. Donc il est juste avec son chapeau. On voit il se cache, les gens de l'auberge essayent de comprendre pourquoi il fait ça. Et puis à un moment il pète un cap, puis t'as la scène très très connue où il se met à se marrer, à enlever ses bandages. C'est vrai que c'est ce film-là qui a créé la figure classique de l'homme invisible, parce que l'homme invisible on ne le voit pas, mais on a quand même un look très particulier pour ce personnage-là, qui a un look aussi breveté par Universal, qui est ce personnage avec les bandelettes. Ce que je me disais, à mon avis, c'est la breveté à mort. Voilà, les bandelettes et les lunettes noires, c'est l'homme invisible de Universal. D'ailleurs, si vous reproduisez ce design-là, vous pouvez être attaqué. Ça fait partie des Universal Monsters. C'est un film qui est, je pense, vraiment un niveau au-dessus. Enfin, quand on voit la carrière de James Whale, à chaque film, on constate qu'il passe au niveau au-dessus. Et c'est vrai que ce film-là, c'est le niveau au-dessus de Frankenstein et de The Old Dark House, parce que techniquement, on a quand même des effets visuels assez dingues qui avaient été conçus à l'époque par John Fulton.
T'as un mec qui avait juste la trentaine à l'époque, en fait. Et en fait, responsable des SFX, en fait. Des SFX, et en fait, les effets spéciaux du film sont assez dingues pour l'époque. Et c'est lui qui va faire sur tous les films, d'ailleurs. Voilà, oui, c'est lui qui était le chef effets spéciaux sur le film d'Universal. En fait, pour vous expliquer rapidement la technique, c'est que en fait, on filmait l'acteur sur un fond noir, et les portions du corps qu'on voyait, surtout c'est la portion inférieure du visage, étaient également couvertes de velours noir. Et ensuite, on imprimait le tout en projection frontale. C'est un peu un ancêtre du fond vert et du green screen. Après, bien sûr, on a des effets divers de câbles. On voit ces petites séquences où on voit le vélo on voit un vélo qui se conduit tout seul avec du câblage. C'est un film qui est à la fois très, très sombre, très cruel et en même temps très drôle. On a beaucoup de personnages secondaires très fun. On a par exemple le couple d'aubergistes qui sont deux personnages impayables. Et ce qui est intéressant, c'est que Well est arrivé à garder une sensibilité très, très british au cœur d'un film hollywoodien, quoi. Et le film vraiment colle beaucoup au bouquin. Ce que le film rajoute beaucoup. Et il rajoute le coup de la drogue qui rend fou. Parce que il rajoute ça. Il devient dingue juste parce qu'il devient invisible. Il y a un côté. Voilà. L'immoralité n'a pas besoin Voilà, il devient immoral parce qu'il est invisible et qu'il peut tout faire. Et donc il a des envies de puissance. Ce qui veut dire qu'en fait on est désinhibé. Voilà. Et on rajoute aussi l'histoire d'amour dans le film. Parce que l'actrice qui joue dans ce film, Gloria Stuart, c'est la mamie de Titanic. Ah. Voilà, qui avait à l'époque 21, 22 ans. Et je sais qu'à l'époque, Claude Rains, il avait été engagé par James Whale parce qu'il avait un visage expressif. Donc il pouvait traduire des choses très spécifiques malgré les bandelettes. Et je sais que c'était pas évident pour lui parce que c'était un acteur qui venait du théâtre anglais. Et apparemment, ça s'est pas très très bien passé sur ce tournage-là parce qu'il savait pas forcément comment se placer par rapport à la caméra, comment dire ses répliques. Il a un jeu très théâtral. À un moment donné, il fait une espèce de long speech, de monologue sur la puissance d'être invisible et tout ça. Et c'est marrant parce qu'on a mis ce discours en parallèle avec Hitler qui en 1933 justement avait accédé au pouvoir. En gros, ce que dit l'homme invisible, c'est qu'il va y avoir une race suprême d'hommes invisibles qui va conquérir le monde. Et c'est un très très beau film, vraiment. Je crois que c'est un des plus beaux films du cycle Universal Monsters. C'est encore, plus de 80 ans après sa sortie, on est encore dans quelque chose de référentiel quand on aborde ce film-là. Et les effets spéciaux, les techniques vont être perfectionnés bien après. Mais c'était un grand film. Ce film-là, il est sorti en DVD et en Blu-ray chez Universal. Vous pouvez le trouver. Il y a un très très bon making-of en plus qui a été tourné fin des années 90, début des années 2000. On explique justement tout le tournage, tout le travail d'adaptation par rapport au bouquin. Et surtout les différents effets spéciaux qui sont employés dans le film. Très très beau film. Très très beau film. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont essayer de capitaliser et de faire des suites, comme les autres. Celui d'après, c'est Le Retour de l'Homme Invisible. Et là, en fait, on voit que quand même, ils ont une difficulté avec l'Homme Invisible qui est peut-être plus complexe qu'avec les autres personnage de Universal Monsters, c'est que c'est un personnage qui n'est pas forcément ultra identifiable, il est invisible. Et du coup, c'est peut-être plus compliqué d'en faire des suites et de le franchiser comme les autres, de faire juste des simples suites avec le retour de l'acteur, etc. Surtout que, alors spoiler, à la fin ça se passe pas très très bien pour le personnage. C'est une histoire assez simple, le premier film en fait. Du coup, quand ils font le retour de l'homme invisible, ils vont commencer à essayer de développer la franchise en utilisant d'autres genres en fait, parce qu'en fait c'est plutôt l'attraction qu'est l'invisibilité et les effets spéciaux d'invisibilité, de choses qui bougent, sont intéressantes en les variant dans différents styles de genres. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que chaque film va un peu emprunter à des sous-genres différents du cinéma de genre en fait. Oui, c'est ça, l'invisibilité devient un prétexte pour illustrer une intrigue d'un côté, et de l'autre, à chaque fois les techniciens des effets spéciaux se lancent de nouveaux défis pour montrer l'invisibilité en fait, d'une certaine manière. Un peu comme il y avait avec les transformations de loup-garou. Tout à fait. Mais sauf que là, c'est quasiment tout. Il n'y a pas vraiment de département maquillage, il y en a un, mais c'est surtout le département effets spéciaux qui est à fond là-dessus, et donc c'est eux qui vont travailler tout ça, quoi. Bien sûr. Et sur ce film-là, ce qui est intéressant, donc c'est le retour de l'homme invisible, donc qui lui est sorti bien après. Ils ont pris leur temps. Celui-là, le film de James Whale. Souvent, ils ont mis du temps. Même La Momie, ils avaient mis un peu de temps. Ouais, mais c'est vrai que, l'homme invisible, le premier, donc sorti en 1933 de James Whale, celui-là sort en 1940. Là, ils sont allés chercher un réalisateur allemand, un expat allemand, Joe May,
qui était un réalisateur qui avait fait pas mal de films intéressants à la période du muet, qui est un mec super compétent et qui visiblement à l'époque parlait en allemand sur le tournage. Il avait un interprète qui donnait les indications aux acteurs. Et c'est vrai que ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'Universal a beaucoup plus de respect pour ce matériau-là que sur les autres monstres, parce que quand tu vois le carton d'ouverture, enfin, le titre, le générique d'ouverture, tu vois écrit une suite à l'homme invisible de d'H.G. Wells. Donc on sent qu'il y a un respect du matériau de base peut-être plus important que sur Dracula ou sur Frankenstein. Et là on est dans une intrigue, on va dire, plutôt policière. Tout à fait, ouais. Un peu expressionniste, un peu policière. C'est-à-dire que là on va suivre donc ça se passe dans le même univers. C'est toujours dans la campagne britannique, et là on suit quelqu'un qui est inculpé de meurtre, mais qui évidemment est innocent, et qui en plus doit se marier ou est fiancé à une femme. Et du coup, pour prouver son innocence, il va utiliser la potion d'homme invisible qui est en fait détenue par le frère du héros du premier film. Et donc les Griffins, qui vont être un peu récurrents dans la famille va être récurrente dans toute la franchise. Et à ce moment-là, il va du coup devenir invisible et essayer de prouver son innocence. Parce que son frère s'est fait tuer, et on pense que c'est lui qui l'aurait tué par jalousie. Et évidemment, il y a tout un fil rouge qui est: est-ce qu'il va pas devenir fou avant de... C'est ça. Parce que comme il peut devenir dingue avant de prouver son innocence et de redevenir visible, quoi. L'idée, voilà, le concept de ce film-là, c'est qu'on nous présente un mec bien, donc qui doit prendre ce sérum, et du coup, on nous présente comme quelqu'un de fondamentalement attachant et qui a une quête personnelle à réaliser. Donc du coup, le suspense, effectivement, comme tu dis, est basé sur le fait de est-ce qu'il va devenir fou. C'est un peu le fugitif devient invisible, quoi. Voilà. Et l'acteur qui joue le rôle de l'homme invisible dans ce film-là, c'est nul autre que Vincent Price. Vincent Price, qui était à l'époque sous contrat avec la Universal, on l'a vu dans pas mal de second rôles, dans de très beaux films comme La Tour de Londres en 1939, ou alors dans L'Enfer Vert. L'Enfer Vert, qui était un film d'aventure de James Whale, justement, avec un casting assez prestigieux. Et c'est vrai que là, pour le coup, il avait été choisi par Universal pour son timbre de voix. Et il y a beaucoup d'autres acteurs très c'est arrivé. Faut pas qu'on se coupe, par contre. Oui, non, de toute façon, et celle-là, j'avais même pas pu le retenir, donc il est arrivé tout seul. Alors, ça fait un peu de temps à repartir. Vincent Price, oui. Attends. Et en fait, on a beaucoup d'autres acteurs très intéressants, comme Sir Cedric Hardwicke, qui joue un peu l'antagoniste principal. Ça va. Non, c'est bon, ça va. Attends, voilà. Bon. Alors. Non, mais je vais pas en reprendre déjà. Alors, c'est vrai que c'est un film où il y a d'autres acteurs intéressants, comme Sir Cedric Hardwicke qui joue le rôle de Sir Geoffrey, qui est l'antagoniste principal. Il y a une espèce de garde-chasse un peu fou qui est joué par Alan Napier, qui joue le Alfred dans la série de Batman de 66. Et c'est vrai que ce film-là, on voit qu'il y a quand même un jump au niveau des effets spéciaux. On passe vraiment au-dessus. Ouais, il tente des nouveaux trucs aussi. Ouais. Il y a tout un truc avec la fumée. C'est là où il commence avec la fumée. Oui. L'homme invisible peut être on peut voir l'homme invisible avec la fumée, avec plein de choses et tout. Avec la pluie, donc il y a tout un délire là-dessus. Il y a un moment les flics essayent de le choper en mettant de la fumée. Dans une maison, on sent qu'il badigeonne la maison de fumée. Ça, donc c'est pas mal du tout. C'est très très bien foutu. Et puis l'histoire d'amour est assez intéressante parce que du coup, la femme, elle a vraiment peur qu'ils deviennent fous. Et il y a toute une partie où ils vont dans une espèce de cottage où ils vont se réfugier dans une petite maison et on sent que. Elle a peur qu'il pète un câble, etc. On voit les premiers signes du pétage de câble parce qu'il y a le chien d'un garde-chasse qui arrête pas d'aboyer et du coup ça l'énerve assez rapidement. Alors moi j'avoue que c'est un film pour lequel j'ai une grosse affection. C'est un film que j'aime énormément parce que je trouve déjà qu'il est très 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 bien fait. Il n'est pas fait au rabais. On sent quand même qu'il y a des super comédiens. Ils ont quand même conscience que le scénario est peut-être moins fort que celui du premier film, parce qu'on revient dans une dynamique de genre effectivement beaucoup plus policière,
où c'est le héros qui doit prouver son innocence. Et la réflexion finalement sur le mal est moins intéressante, mais je trouve c'est que moins poétique. c'est C'est moins- parce qu'il y a Powell aussi qui est pas moins mal, qui est poétique, mais il y a un côté un peu grandiose dans le film que je trouve intéressant. Il y a une très belle musique, il y a une course-poursuite finale avec des chariots de charbon, qui est vraiment une très très belle séquence. Il y a pas mal de décors extérieurs, il y a effectivement toute la Toute une partie cottage. tout ça qui est très très belle. Il y a un travail sur les atmosphères qui est très très réussi. Les acteurs sont tous excellents. La musique est vraiment chouette. Et ce film-là, il avait été nominé aux Oscars des effets spéciaux à l'époque en 1940. Et c'est Le Voleur de Bagdad qui avait gagné, il me semble, face à lui. Moi, c'est un film que je recommande et surtout donc c'est le premier de la série qui est sorti chez Elephant Film et qui est sorti en Blu-ray. Ouais. Et la copie est absolument splendide. Et je ne peux que vous recommander cette suite-là, donc le Retour de l'homme invisible, autant j'admets que le film de Well, c'est le chef-d'œuvre, c'est le film indépassable, mais je pense que celui-là, c'est celui que j'ai le plus vu parce que je le trouve extrêmement attachant. Un film très très attachant, je trouve. Et ensuite, alors c'est la femme, hein, c'est ça. Alors ensuite, il y a la femme invisible. Alors, ils vont dériver un petit peu, ils vont changer un peu de... Ils vont s'éloigner de l'univers, ils vont faire un nouvel univers. Donc la femme invisible, de toute façon c'est souvent le cas, d'un coup on change de sexe, qu'on essaye de trouver autre chose. Et là, comme je disais, ce qui est assez intéressant avec la femme invisible, c'est que c'est... Voilà, ils essaient vraiment de changer de genre à chaque fois en fait. Ouais, là, on est dans la et là on est dans comédie. le splastique en fait. Hein. Ah oui, oui. Donc le splastique c'est... Slapstick. Slapstick. C'est un sous-genre de comédie américaine très prisé de l'époque. D'ailleurs, le réalisateur est un réalisateur de ce sous-genre-là. Hein. C'est Edward Sutherland. Il avait réalisé plusieurs à l'époque, donc il a vraiment été pris pour ça. Mhm. Et c'est un peu l'ancêtre des comédies romantiques, on va dire. C'est des comédies... Screwball comedy aussi. Oui, ou la voilà. screwball comedy, exactement. Oui, il y a aussi c'est des comédies un peu... un peu foutoir. un peu burlesque, Ouais. avec souvent un jeu de quiproquo, notamment sexuel, entre un couple, enfin un duo d'hommes-femmes en fait. C'est souvent, ça joue beaucoup là-dessus, quoi. Sur l'interaction entre les deux, qui vont se détester, qui vont s'envoyer des pics, et puis les quiproquos qui en fait permettent d'insinuer une relation entre. Et là, c'est sûr que là, du coup, ils vont utiliser l'invisibilité comme un facteur. Moi, j'aime assez ce film parce qu'il l'utilise comme un facteur un peu sensuel, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on a une époque où on ne peut pas montrer la nudité, mais évidemment, quand l'homme invisible est invisible, bah, il est nu. Alors, on s'en fout quand c'est un mec qui est nu, qu'il est nu et qu'il est invisible, là, on s'en fiche. Mais si c'est une femme qui est invisible, d'un coup, c'est-à-dire qu'elle est nue et que du coup, elle est nue sur chaque scène. Et elle est sexualisée, voilà. forcément. Et donc, du coup, elle est très sexualisée. Et du coup, ça permet de faire plein de scènes qui sont très érotiques, où elle est nue, elle va s'installer sur un gros tapis moelleux, ou des choses comme ça. Ou même elle évoque tout le temps l'idée qu'elle est nue, ou même quand elle se transforme, on voit son ombre chinoise. C'est ça. Et à chaque fois qu'elle se retransforme, ça commence par ses jambes. Voilà, donc on voit ses longues jambes qui commencent à réapparaître. Et on se dit, mais jusqu'où ça va arrêter ? Jusqu'où est-ce qu'elle va être nue avant de réapparaître, etc. Donc tout est joué là-dessus. Elle fait tout le temps des références, elle se déshabille, blablabla. Et donc l'histoire est vraiment une histoire effectivement purement comédie de l'époque. Oui, parce qu'à la fin il y a un jeu de quiproquo entre elle et trois mecs qui lui tournent autour. C'est ça. C'est l'histoire c'est un vieux scientifique qui veut rendre quelqu'un invisible et il passe une annonce. Une petite annonce et en fait il a un mécène qui est un riche playboy qui a plus d'argent parce qu'en fait il délapide son argent dans les procès parce qu'il n'arrête pas de sortir avec des filles qui lui prennent son fric, et donc du coup en fait il pense que c'est un homme, puis finalement c'est une femme qui va débarquer, qui veut être invisible parce qu'elle veut se venger de son patron qui martyrise tous ses employés parce que c'est des femmes, et du coup elle va devenir invisible et elle va se venger, et puis ensuite il va avoir aussi des mafieux qui vont se greffer au truc, qui vont se greffer au truc parce qu'ils veulent choper la potion pour le patron. Là on est typique encore une fois dans le côté screwball comedy, c'est-à-dire des fois t'as des types d'individus qui se greffent sur le truc, c'est n'importe quoi, ça part en sucette, et toute l'idée de faire des quiproquos et évidemment d'amener à la relation entre ce playboy qui du coup tombe amoureux d'une femme qui est invisible, et donc du coup il y a tout un quiproquo où il dit non mais de toute façon vous êtes moche, et elle lui dit parce que vous ne voyez pas, vous n'en savez rien, et il y a toute une scène qui est censée être très sensuelle où elle met ses bas, et donc tu vois juste les ongles qui mettent ses bas, là encore en termes d'effets spéciaux, et ils font encore plein de nouvelles choses.
Oui, encore une fois, là, c'est plus sur les effets de réapparition. Ouais. Il commence à... Puis de sensualité en fait, c'est bien sûr. du coup il y a un côté presque fétichiste parce que du coup on voit juste des barésies se balader dans le vide quoi. Alors moi, c'est un film pour lequel j'ai pas trop d'affection parce que justement, on perd un peu la force du thème pour... Ouais, le côté folie est totalement zappé. Hein. Voilà, je trouve... Ouais, mais voilà, enfin, l'intérêt du film pour moi, c'est John Barrymore qui joue le rôle du vieux scientifique qui est assez... qui est un super comédien, qui est toujours assez génial. Je trouve que, bon, voilà, sacrifie un peu le thème sur l'autel de la comédie, surtout de la comédie pour dames, entre guillemets. Mais je trouve qu'il y a un côté un, un peu décalé. Le film est un peu décalé, mais je le trouve pas forcément utile. Je trouve que prendre une femme invisible pour exploiter ce genre de thème, c'est pas aussi intelligent que ça. Ça aurait pu être sans doute un peu plus subtil, mais je pense que c'était aussi le prétexte pour exploiter le filon sous un angle peut-être un peu plus grand public et un peu plus, ouais, un peu plus. Ah ouais, je pense que c'est vraiment pour exploiter le filon Ouais, je quand pense, il est ouais. sensuel. Enfin, c'est clair. Oui, sans doute. L'érotisme. Moi, je trouve que ça fonctionne pas mal quand même. Enfin, il y a un truc avec elle, puisque tu es un peu léger, qui le mélange de genre fantastique et voilà, screwball comédie. C'est pas quelque chose. Ça aurait été génial d'avoir un jour un film avec Audrey Hepburn qui devient invisible. Tout à fait. Et en fait, c'est les promesses c'est pas que le film est génial, mais il y a des promesses d'un truc qui aurait pu être possible à une époque. Bien sûr. Dis, putain, s'ils avaient creusé ce sillon-là, et on aurait eu des films hollywoodiens typiques, Screwball Ouais, tout à ou fait. Billy Wilder, avec ce type d'artifice-là, pour jouer sur la sensibilité et tout, ça aurait été quelque chose, quoi. C'est-à-dire que là, on sent un potentiel qui est super bien, en fait. Certains l'aiment invisible. Ouais, c'est ça, certains l'aiment invisible. Non, mais ouais, il y a un truc totalement fun qui, effectivement, quand tu penses à certains l'aiment chaud, c'est pareil, c'est ce type de quiproquo sur le travestissement. Le film est rigolo, hein, Voilà, je et dis pas. le film hein. est plutôt drôle. Il pourrait être encore plus sensuel, il pourrait encore plus jouer. C'est dommage qu'ils font pas les effets d'eau, par exemple, qu'il Oui, y aura tout à fait. dans la revanche, notamment. Ouais, mais après, ouais. Et parce qu'à un moment, elle tombe dans l'eau et là, ils montrent pas. Parce que, évidemment, à chaque fois qu'elle Bah, met c'est une un sponge, serviette quoi. ou qu'elle met une robe de chambre, là, on voit ses courbes. Ce qui est marrant, c'est que tu vois à quel point ça change d'avoir une femme invisible par rapport à un homme invisible. D'un coup, on est sur un tout autre registre. Bien sûr. Et c'est assez amusant. C'est assez amusant, même si. C'est anecdotique, mais c'est drôle. mais assez marrant. Et surtout la promesse de ce que ça pourrait amener. Et ils n'ont jamais recreusé l'idée d'une femme invisible, quoi, quasiment. Ils l'ont fait assez rapidement, hein, puisqu'il est sorti la même année que le Retour de l'Invisible. Il est sorti quasiment en même temps, enfin la même année. Donc, Oui, mais en plus, c'est même pas, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir, c'est c'est un film, un side film, quoi. Mm. Bon, voilà. Après, La revanche. on passe. Non, après, il y a l'agent invisible contre la Gestapo. Oui, non, effectivement. Oui, c'est avant. Ouais, D'accord. il y a l'agent invisible contre la Gestapo qui, lui. Donc, On change de genre, là. on change de genre, donc là on est dans le film D'espionnage. d'espionnage guerrier, on va dire, puisque cette fois on a un groupe de personnages nazis qui vont jusqu'à Londres pour trouver le dernier représentant de la famille Griffin, et donc Le petit-fils de petit-fils, ouais, et donc en fait ils le torturent un peu au début parce qu'ils veulent enfin, quand il faut lui soutirer la formule pour faire des armées d'hommes invisibles pour servir le Troisième Reich. Et du coup, il refuse. Et il est quand même embauché par le gouvernement britannique pour infiltrer les Allemands sur les lignes ennemies. Donc du coup, il prend la potion et il est envoyé sur le front pour en gros infiltrer une base. Voilà. L'Allemagne nazie à Exactement. Berlin, et il doit se cacher. Non, il est se cacher, il est invisible. Il est invisible. Pas, mais du coup, il va avoir des agents doubles, etc. Exactement. Il peut choper des plans pour leur secret. Et bien sûr, il a peu de temps pour le faire parce que, bon, encore une fois, la potion peut le rendre cinglé. Donc, du coup, il a peu de temps pour accomplir sa mission. Il va rencontrer une jeune femme, une belle blonde qui est jouée par Ilona Massé, qui va l'aider pour accomplir sa mission. Et là, c'est un film assez intéressant parce que moi, je connaissais pas du tout le réalisateur, donc Edwin Marine, que j'ai pas vu d'autres films de lui d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant sur ce film-là, c'est qu'on a toujours donc le même scénariste, donc Kurt Siodmak, qui était le scénariste principal des films de la Universal. Là, c'est un des rares films du cycle Universal qui plonge directement dans le côté film de nazi, quoi. Et encore une fois, on a une galerie d'acteurs assez dingue. Bon, l'acteur principal, John Hall, qui joue l'homme invisible, c'était un peu
un des jeunes premiers qui devait être un peu catapulté star du lendemain chez Universal. Et on a Sir Cedric Hardwicke, qui jouait déjà le méchant dans le Retour de l'homme invisible, qui revient dans un autre rôle. Il joue un rôle d'officier nazi. Et on a Peter Lorre, qui joue le rôle d'un japonais. Oui, les Japonais arrivent aussi. Non, voilà, les Japonais, alors bon, c'est un peu insultant parce que, acteur allemand, caucasien, qui joue le rôle d'un Japonais, aujourd'hui ça peut être... Mais c'est un film de propagande. Hein. C'est clairement un film de propagande. C'est un film, il est contemporain au truc, je sais pas. Ah oui, 42, donc on est en plein dedans. On est vraiment un film de propagande, mais ça reste quand même du très bon boulot pour ce type de film. Très très beau. Déjà, la photo est très belle. Alors c'est marrant, c'est autant la femme azim ressemble vraiment à un film de screwball, même dans le visuel, c'est-à-dire que la lumière du film elle ressemble à un film de screwball comédie. Et ben autant celui-là, contre la Gestapo, ça ressemble à un film noir d'espionnage, c'est-à-dire avec ses ombres portées, ses ombres hachurées des fenêtres, ce côté un peu expressionniste. Tout à fait. C'est assez dingue, quoi. C'est-à-dire que c'est pas tant l'homme invisible qui apporte un style que le genre qui reste, et on ajoute l'invisibilité là-dedans. Et en plus, c'est vrai que potentiellement, l'invisibilité pour un film d'espionnage avec des nazis, c'est tout de suite, tu te dis, c'est tout de suite une super bonne idée, quoi. Je veux dire, ça marche tout de suite. Tu dis oui, un film d'espionnage avec un homme invisible, c'est évident, quoi. Ça marche très bien. Oui, encore une fois, on a des évolutions ensuite au niveau des effets spéciaux. Il y a une séquence où justement c'est de plus en plus abouti. On lui jette un filet dessus et on voit sa forme à travers le filet. Il y a la séquence où il descend avec le parachute. C'est dans ce film-là où la femme, elle lui peint le visage. Non, c'est lui en fait. C'est lui qui se peint le visage. Ça, c'est un truc qui va être repris chez Carpenter quand il va faire son remake. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il utilise du maquillage pour se dessiner le visage, donc du coup ça permet d'avoir l'acteur pour de vrai qui se dessine même, puis il y a toute une scène où il commence à se dessiner, donc on voit juste le maquillage qui est en transparent qui apparaît comme ça sur le visage, et ça c'est un truc qui commence à être, en plus tu vois juste le maquillage avec 2 trous vides avec l'intérieur vide, et ça cette image là elle va être reprise par Carpenter quand il fera le film de la Universal des années après, quoi. Qui était un film Warner en fait. Hein. Ah pardon. Les aventures d'un homme. Je me suis dit ils ont dû acheter les droits. Oui, parce qu'à un moment donné il y a une séquence où il a le bandage, mais c'était pas. Oui, et puis même ça, je me suis dit, connaissant la Universal, ils ont dû breveter le maquillage, parce que c'est exactement le même plan. Hein. Le maquillage avec le trou, quoi. C'est tout le concept de la série des années 70 avec David McCallum, tu sais, où du coup il avait pas de bandage, mais il portait soit un masque ou un maquillage. Tu as ça aussi dans Hollow Man aussi. Bien sûr. Le mec, on le couvre de maquillage pour le voir. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. J'adore surtout la fin. On a une grosse séquence avec un raid aérien où ils détruisent tout le camp et tout ça, toute la base. Je l'ai vu qu'une fois, donc j'ai pas vraiment de gros souvenirs de celui-ci, mais je l'avais trouvé très très bien à l'époque, et du coup, tu m'as donné un peu envie de le revoir. Ah mais les nazis c'est toujours c'est toujours marrant dans les films. Non, mais ce qui est assez drôle, c'est comment ils caricaturent ce truc-là, quoi, et comment avec les hommes invisibles ils gèrent. Puis non, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment un film de propagande, donc quand les Américains jouent des nazis, ou les Européens les acteurs qui jouent des nazis, ils y vont à fond les ballons, quoi. Oui, carrément. Il y a pas de c'est pas des subtilités, donc c'est vraiment on est dans du non, plutôt du pré Indiana Jones, si vous voulez, sur certains aspects, et en mélangeant le côté aventure et le côté un peu Captain America de Johnston, exactement, Captain America, quoi. C'est vraiment un ancêtre de ces trucs là, quoi. Et du coup on y repère des trucs super fun, quoi. C'est le film d'aventure nazi. Ouais, c'est ça, le film d'aventure nazi. Et puis notamment il y a une scène d'interrogatoire où il essaye de faire évader un des nazis, notamment. Et c'est une scène géniale, quoi, où il va emprunter l'uniforme nazi, etc. Enfin, ils utilisent tous les potentiels possibles que tu peux avoir, contrairement à la femme invisible. Là, ils utilisent vraiment tout ce que tu peux faire avec un homme invisible dans un film d'espionnage sur la Seconde Guerre mondiale, quoi. Là, il y a vraiment de quoi faire. Bien sûr. Et donc ensuite, la revanche de l'homme invisible. La vengeance, pardon, de l'homme invisible, qui donc là est un peu un retour à un truc plus moderne, genre par rapport au premier, quoi. Et donc là ça va être un film de vengeance, hein, sur le coup, comme ça, un peu où on sent qu'ils vont un peu piquer
des éléments à d'autres figures de créatures de Universal Monsters en fait, Mm. puisque là l'homme invisible en fait c'est un mec qui veut avoir une revanche, notamment parce qu'il c'est un ancien explorateur qui a pas pu avoir le fric, et en fait c'est sa Qui a famille, été trahi en fait. il a été trahi par un couple. Et donc du coup là tu dis bon ok mais ça c'est un peu t'as l'impression que c'est un spin-off de la momie quoi, tu te dis mais pourquoi ok. Et donc il arrive en Angleterre et donc aux États-Unis, non, c'est aux États-Unis je crois que ça se passe, et Non, je crois que ça, non, non, c'est pas bien, ça, bon. on a eu le temps, il me semble. et en gros, il décide de devenir invisible pour se venger de ce couple en fait, de ces deux compères. Et en plus, il veut séduire leur fille. C'est ça, c'est un Griffin aussi, hein, Oui. le perso. Et donc là, il y a encore un savant fou Il me semble. Je crois pas que ça soit. Je crois que c'est encore un nouveau savant fou. Quoi. Il veut là aussi tuer. D'ailleurs, il va tuer très vite le savant fou. Et il va faire une sorte de. Oh, c'est vraiment un film de vengeance pure quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment dans le film, il veut redevenir visible en fait, parce qu'il veut utiliser être invisible que à certains moments, et il se rend compte que pour rester visible, il faut qu'il se nourrisse de sang humain en fait. C'est ça. Et là, on arrive du coup dans un truc à la limite de Vampire. vampire. Et donc il y a toute une partie où il va utiliser le sang humain d'autres gens pour pouvoir redevenir visible. Et là, effectivement, on arrive dans le côté un peu vampirique et tout. Ça, c'est intéressant, pareil, c'est un petit détail, mais qui a un potentiel de super, qui pourrait être très bien. Le film étant malgré tout un peu rapide, quoi. Ouais, alors il faut savoir que encore une fois, on a une très bonne distribution, puisque John Hall, qui joue l'homme invisible dans le film d'avant, le film avec les nazis, revient dans un autre personnage, ça, c'est Robert Griffin. Le savant fou est joué par John Carradine. Oui, oui. Ouais, Oui. donc ça, c'est à noter, hein, qui était dans plein de films d'Universal de cette époque-là. Et l'héroïne principale est jouée par Evelyn Ankers, qu'on a vu dans The Wolfman également. Moi, c'est un film avec lequel j'ai un peu de problème. Le film est réalisé par Ford Bibb, qui était lui un régulier d'Universal. C'était un producteur et réalisateur qui bossait chez Universal. Il a fait beaucoup de céréales. Et ce film-là, je trouve qu'il commence très bien, avec une promesse d'intrigue assez hallucinante. Le mec qui revient d'Afrique du Sud, il est vénère, il veut retrouver son argent et tout ça. Les gens sont surpris de le revoir, mais je crois que tu étais mort et tout. Donc du coup, il y a une vraie promesse d'intrigue tendue. Et le film, je trouve, le film perd en intérêt au fur et à mesure qu'il avance, parce qu'après, ça se passe beaucoup dans la maison. Et ça donne lieu à beaucoup de séquences dialoguées, où les personnages parlent, ils discutent, et il se passe pas grand chose au final. C'est un peu un patchwork en plus de plein de trucs en fait, c'est-à-dire il y a un moment où où il le devient invisible. T'as justement le savant fou qui arrive et dit il est invisible, invisible, et tu dis ok, il veut le refaire, il veut faire It's Alive quoi, de Frankenstein. Ouais. Et donc tu sens bien que même le début, donc on pense à la momie et tout, on dit mais on dirait un patchwork de tout plein d'éléments d'autres Universal Monsters qu'ils ont voulu réintégrer à l'homme invisible en se disant parce qu'on ne sait pas où aller avec ce personnage là. Et alors il y a un truc avec des effets spéciaux qui est ma masse, ils font pas mal d'effets avec l'eau, notamment à un moment où ils plongent sa main dans un aquarium et donc tu vois la main invisible, ça c'est vachement bien foutu. Il y a une séquence où il doit retourner à l'étage de la maison, il se met à courir et tu vois son visage qui commence à disparaître pendant qu'il court. En fait, on est dans l'effet de disparition, mais dans le mouvement. En fait, on n'est plus dans le côté statique. Et puis il y a une thématique intéressante, parce que comme tu disais, vu que il doit se nourrir de sang humain, son visage commence à blanchir. Son visage commence à blanchir, ses poils commencent à devenir très poudreux, tout ça. Donc il y a un effet. Il y a des effets assez intéressants. Il y avait un peu la même intrigue dans le House of Dracula avec le savant fou qui devenait plus ou moins vampire, et du coup il perdait son reflet en se regardant dans le miroir. Ce qui est problématique, c'est que le personnage est un peu antipathique. C'est un gros con, c'est un gros naze de première. Même le premier homme invisible qui est vraiment méchant, tu comprends qu'il est fou. Parce que là, lui, il est fou avant en fait. Donc, non, lui, c'est un personnage, c'est un gros con. Autant Jack Griffin, on comprend que c'est un mec qui s'est fourvoyé, mais lui, c'était de base, tu veux que ce type-là, il va en faire, quoi, parce qu'il fait chanter tout le monde, il a de respect pour personne. Il veut absolument prendre la fille pour lui, donc il la connaît pas. Enfin, il y a pas vraiment de logique dans ce personnage. Et donc, à chaque fin de cycle, quand on arrive au bout du bout, et qu'on n'a plus d'idées, on fait appel à Abbott et Costello, donc pour donner Abbott et Costello contre l'homme invisible et avec l'homme invisible, parce qu'ils sont pas vraiment contre.
C'est avec ou contre, ouais, sûrement contre, même si c'est pas en vraiment VO, contre. c'est Myths. Ouais, il voilà, est contre l'homme invisible. Mm. Donc Abbott et Costello, duo comique de la Universal, qui en fait a fait un peu comme les Charlots, a fait plein de rencontres avec tous les personnages de l'homme, toutes les créatures en fait de Universal Monsters. Et là, on a donc Abbott et Costello qui, donc duo comique un peu à la Laurel et Hardy, quoi, sont des détectives, ils viennent de passer leur concours de détective, et ils vont être mêlés à une intrigue, encore une fois, d'un mec qui se fait, qui là, c'est un boxeur, qui se fait accuser à tort d'avoir tué quelqu'un, et du coup, alors il y a aussi encore une histoire de fiancé, tout ça, là, il devient invisible, et en fait, du coup, Abbott et Costello vont devoir faire semblant que c'est des vrais boxeurs, pour aller affronter des méchants boxeurs, et ils vont être aidés par ce boxeur invisible en fait. Et du coup ça donne le truc à plein de quiproquos et de scènes burlesques classiques. Le film est pas ouf en fait, et c'est juste la dernière partie avec la boxe, c'est ça, qui est franchement marrante, quoi. Le Là, film est devenu un peu Mm. culte pour cette scène-là, cette scène de match où on a Costello qui sait pas se battre, qui se fait semblant en fait de se battre contre son adversaire boxeur, alors que c'est le vrai homme invisible boxeur qui donne les coups. Et ça donne lieu à une séquence assez... elle est longue, en plus. Assez savoureuse. C'est bien 15-20 minutes du film. Ouais. Enfin, c'est le dernier tiers, en fait. Et c'est le plus intéressant parce que il se passe un truc, un moment sans faire exprès, Costello, il se dit ouais, je vais pouvoir l'assommer moi-même, et du coup finalement il assomme l'homme invisible, et du coup ils doivent enjamber quelque chose qui n'existe pas. Enfin, c'est ça. Un peu voilà, de sketch, quoi, qui est marrant, mais j'avoue que l'intrigue de base, c'est pas passionnant, quoi. Ah non, c'est carrément pas fabuleux, mais bon, ça se laisse voir si vous êtes vraiment fan et que vous voulez voir encore quelques effets spéciaux sympas. C'est rigolo. Après, c'est vrai qu'ils reprennent un peu l'esthétique du genre à un moment donné, parce qu'ils doivent à un moment donné récupérer l'homme invisible dans la forêt, donc on retrouve une forêt qui ressemble un peu à ce qu'on a vu dans le retour de l'homme invisible, mais de toute façon, le seul Abbott et Costello qui est vraiment bon, c'est le Abbott et Costello meet Frankenstein, quoi. Ouais. Après, tu sens qu'on est à chaque fois dans la ressucée, dans l'usure de franchise, dans la monster exploitation un petit peu abusive et pas très intéressante. Mais c'est vrai que celui-là, il est quand même mieux que celui avec la momie. Et boxeur, quoi. Voilà. C'est vrai que cette scène de boxe, elle est vraiment bien. Ouais, il est mieux que celui avec la momie, il est un petit peu mieux que celui avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui était produit par Universal. Il y a des fans pourraient le sortir, du coup. Ouais. Mais, je sais pas très... Et ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Non, mais voilà. L'homme invisible, ce qui a conseillé, surtout pour moi, c'est le premier film. Le James Whale. Et puis la Gestapo, le retour. Oui, le retour, parce que le retour, Elephant Film le sort à la sortie en Blu-ray, et franchement, la copie, elle est juste sublime. Hein. Et moi, je conseillerais pour aussi peut-être La Femme Invisible, qui pour moi m'a quand même assez amusé, quoi. D'accord. Ouais. Et puis on verra avec Johnny Depp ça donnera. Après, il y a eu L'homme invisible, c'est pas comme les vampires, Dracula et tout, qui ont été usés. C'est quand même un personnage qui reste encore assez neuf malgré tout, malgré une série télé, malgré tout. C'est plus un truc en plus, quoi. Finalement, je dirais que le mec qui allait le plus loin avec l'homme invisible récemment, c'est Alan Moore dans ses BD. Ouais. Et où là on a retrouvé quelque chose d'assez agressif, agressif, très agressif. Et voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas encore assez utilisé. Donc là on sait qu'il y a Johnny Depp qui va prendre l'homme invisible. C'est un peu flippant parce que c'est Johnny Depp, il a ce jeu un peu outré, donc comme il sera invisible, est-ce qu'il va pas en faire des caisses? Donc on va avoir un homme invisible qui passe de mur en mur en se dandinant. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Je pense que ça va être sur c'est intéressant que ce soit Universal qui reprenne ce personnage, parce que bon voilà, il y a eu le Verhoeven qui était un gros slasher, et moi j'aime beaucoup le Carpenter. Le Carpenter est très sympa. Un film un peu comme le retour de l'homme invisible, j'aime beaucoup, un film de fugitif avec des agents qui essayent de le récupérer. Mais de la loose, quoi, tu vois, c'est avec un film de la loose, quoi, avec un personnage qui n'a pas demandé à... Moi je sais que je l'ai vu celui-là. C'est le premier film que j'ai vu moi de ma aussi. vie. Je l'ai vu fréquemment étant gamin, et c'est un film qui a un peu disparu de la circulation depuis. Les gens oublient qu'il ait fait l'homme invisible, même. Carpenter, bien sûr. Pourtant, c'est un de ses meilleurs. Enfin, c'est dans ses blockbusters, entre guillemets. Techniquement, c'est un film assez somptueux. Voilà, vraiment, c'est assez dingue. Un de ses films les plus personnels, mais dans ses blockbusters, c'est peut-être le blockbuster le plus abouti. Enfin, en tout cas, il est vraiment très très bien, quoi. Il y a plein de scènes d'effets spéciaux qui sont superbes. Ouais, et puis même vu qu'on est dans la plongée
d'un personnage qui vit ça comme une espèce d'introspection. On a beaucoup de séquences où on voit Chevy Chase à l'écran qui joue justement sur le... Parce qu'il est invisible avec ses fringues. Donc du coup, on le voit dans des scènes assez drôles où il interagit avec les personnages, mais lui eux ne le voit pas. Il y a des scènes où il imagine des parties de son corps invisibles qui ne fonctionnent plus. Voilà, parce qu'il y a un objet du désir aussi dans le film qui est joué par Daryl Hannah. Il y a la femme dont on a envie de tomber amoureux. Il y a Sam Neill et tout ça. Donc non, c'est un film assez intéressant, je trouve. Les aventures d'un homme invisible. Oui, c'est ça. Oui, celui-là, il est cool, quoi. Puis après, pour passer vite fait, vous avez la série des années 60, L'Homme Invisible, qui est la série de la BBC en noir et blanc, donc c'est un personnage sympathique. Vous avez la série d'Universal avec David McCallum des années 70, et vous avez la série Le Retour de l'Homme Invisible, je crois que ça s'appelle, ou Le Nouvel Homme Invisible, Gemini Man, où là il se transforme avec sa montre, avec une montre qui le rend invisible. Ça, je connais pas. Après, il y a Invisible Man. qui est une série des années 90-2000. Qui est nul. Là, c'est un super héros. Et puis à chaque fois qu'il se transformait, il y a de l'eau. Oui, il se transforme en eau. C'est une glande qu'on lui implante dans la... Et puis il faut mentionner le gag du film. Oui, ça c'est une des meilleures suites. Voilà, Cheeseburger Film Sandwich, donc Amazon Women on the Moon, avec donc le fils de l'homme invisible, qui est un truc juste où on se fend la gueule. Qui reprend toute l'esthétique de la Universal, sauf que là, le mec qui se prend invisible n'est pas invisible en fait. Du coup, il se balade juste à poil. Le film qui est sorti chez Elephant Film aussi, donc jetez-vous dessus, c'est génial. Voilà, on a tout dit sur l'homme invisible. Dites-nous ce que vous pensez, c'est quoi vos meilleurs, si on en a oublié des personnages invisibles. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Universal Monsters. À bientôt, au revoir.